Bonjour, bonsoir, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices et bien sûr les internautes. Nous sommes au rendez-vous économique à la télévision et à la radio. Nous avons le magazine économique et nous continuons avec le dossier La dette d'Haïti. Et pour le faire, nous allons nous rendre cette semaine du côté de Paris, en France, pour rencontrer notre ami Jean-Marie Théodate pour discuter de ce sujet. Jean-Marie Théodate, un grand plaisir de vous avoir pour discuter de ce sujet tellement important pour Haïti ces jours-ci. Bonjour, Christophe Farrell. Et c'est un plaisir pour moi également d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de ce sujet très important. Jean-Marie Théodate, parler de géographe, c'est quoi exactement? Avoir vraiment une formation en géographie, aujourd'hui on parle de géopolitique, on parle de géoéconomie. Avant d'arriver au sujet sur la dette, quelle est l'importance de la géographie aujourd'hui dans les études au niveau mondial? C'est une question inattendue parce que on peut dire que la géographie, on pourrait faire d'une pierre deux coups et introduire le sujet en voyant justement en quoi est-ce que le géographe a son mot à dire dans cette question de la dette qui semble paradoxalement à éloigner de notre propos. La géographie, c'est quoi? La géographie, c'est l'art de mettre en articulation les éléments de la perception qui relèvent, je dirais, d'échelles distinctes. C'est-à-dire, dans le même temps que nous vivons dans un instant présent, en un lieu précis, nous sommes déterminés par une superposition comme en écailles successives, si vous voulez, d'échelles de la représentation qui relèvent du groupe auquel on appartient, du quartier dans lequel on habite, de la ville, du pays, du continent, etc. Donc, c'est quoi, dans ce cas, la géographie? La géographie, c'est l'art de déconstruire ces différentes coquilles qui sont les lieux de la représentation personnelle, puis collective, pour en comprendre le fonctionnement. Donc, en d'autres termes, pour dire plus facilement, le géographe, c'est en quelque sorte le mécanicien de l'espace, celui qui doit montrer quelles sont les articulations, quelles sont les parties, quelles sont les pièces essentielles, par quoi l'ensemble s'articule et fonctionne. Quel rapport aujourd'hui avec la dette? C'est que dans l'appréciation de cette ordonnance, dans l'appréciation de je dirais, de cette scène qui s'est jouée dans la baie de Port-au-Prince, au mois de juillet 1825, où 518 canons sont tournés vers la capitale, menaçant de la mettre à feu et à sang, sous peine, menaçant de la mettre à feu et à sang, ou au contraire d'obtenir en échange de la signature de l'ordonnance préconisée par Charles X. Le rôle de la géographie là-dedans, c'est de questionner, on va dire, la pertinence de la menace. C'est de s'interroger sur la nature des relations internationales à cette époque, ce qui est encore, si vous voulez, une échelle de la représentation d'Haïti, pour dire donc que dans le contexte international de l'année 1825, quel était le rapport de force en présence avec, on peut dire, d'un côté Haïti qui a proclamé son indépendance, mais une indépendance qui n'est reconnue par personne et qui peut être considérée comme un État marron, comme pouvait l'être un esclave échappé d'une plantation, et de l'autre, la France qui, tout en ayant été vaincue sur le champ de bataille en 1803 à Vertières, puis en 1814 à Waterloo, continue d'être une puissance menaçante pour Haïti, au sens que, par une sorte de connivence entre les puissances impérialistes, ni les États-Unis, ni la Grande-Bretagne, et encore moins, ni encore moins l'Espagne, n'ont reconnu l'indépendance d'Haïti proclamée en 1804, privilégiant la thèse de la continuité des droits historiques de la France sur sa colonie française, sur la partie française de Saint-Domingue. Donc, voilà le rapport de force.
voilà la réalité des relations. Et dans ce concert, on peut dire que la France n'a pas tout à fait les coups des franches, au sens que ni les États-Unis, ni le Royaume-Uni ne verraient d'un bon œil le retour en force de la France dans la Caraïbe, à Saint-Domingue, pays dont elle a été chassée par l'armée indigène de Dessalines. Et dans cette dialectique, on peut dire que le rôle de la géographie, c'est justement de tracer les lignes, de voir quelles sont les lignes de force, quelles sont les lignes de fuite, quels sont les éléments de faiblesse dans la stratégie des uns et des autres pour analyser, en fait, les différentes positions. Et c'est pour cela que la géographie est ici un outil, un clé d'intelligence, je dirais, adéquat pour comprendre ce qui se passe, parce que nous pouvons dire à l'analyse que stratégiquement, la France était en position de force, mais tactiquement, elle ne pouvait pas intervenir sur le territoire haïtien sans provoquer une réaction probablement hostile de la part des États-Unis ou du Royaume-Uni, qui n'avaient aucune envie de voir la France réinstallée dans ses droits. Donc, nous avons été peut-être un peu légers dans l'acceptation de cette ordonnance, mais c'est un jugement que l'on ne peut faire qu'à posteriori, parce que au moment de la signature de cette ordonnance, les Haïtiens ne rêvent que d'une chose, c'est de transformer l'essai de 1804, c'est-à-dire faire que la victoire conquise sur le champ de bataille et cette indépendance de fait soit reconnue de jure, c'est-à-dire reconnue par le droit international, le pays entrant symboliquement dans le concert des nations. C'était un rendez-vous symbolique important. Un bon développement, car on peut mieux comprendre maintenant que la géographie, l'économie, la politique, l'histoire, donc toutes ces sciences s'y retrouvent dans l'analyse que vous venez de réaliser, et si bien et pour introduire la mise en contexte. Mais j'aimerais dire important qu'on dit nous là, c'est information que tout le monde va toujours gagner, négocier en quelque sorte. Je me pose des questions ça à Watson Denis récemment, me dit, et si Haïti te dit bon, je ne peux pas payer comme là, je prends indépendance mais souterrain et que fais ça nous voulez. Il m'a répondu, on va être très habituel, il n'y a pas de si en histoire. Donc, mais je vais essayer de remettre dans la position. Est-ce que si, je te dis, a été bloqué à Haïti totalement, et que s'il t'a coûté 200 millions de francs, et que moi, 150 millions de francs, j'ai un coup d'opportunité en économie, moi, je veux retourner à ce sujet, ça. Comme je voulais que, mise en contexte, parce que c'est facile pour qu'on y a dit, ah, nous pas de faire ça, nous devons faire ça. Et c'est garder ça pour moi. Comment qu'on a jugé, posteriori, je me dis là, cette décision prise par Haïti, et j'ai suivi par la suite une interview qu'on fait, que je n'ai pas de information ça bientôt. Toute célébration que tu as gagnée, l'un finit comme ça. Ça me parce qu'il faut être clair pour nous pas faire histoire, cacher un série de bagages pour nous dire tout ce qu'il y a en quelque sorte. Oui. C'est-à-dire que son dialogue, son détail déterminant que lié, qui veut dire que les nous payés, les nous signés à Kosa, les nous obtenus ordonnance ça, tout Haïtien considérait que c'est Vertière recommencé. C'est 1804 confirmé et à cette, je dirais, dans cet enjeu, dans cette configuration internationale où Haïti n'est reconnu par personne, cette reconnaissance n'avait pas de prix. Haïti était prêt pour te mettre tête nègre, excusez-moi pour métaphore là, mais nous étions prêts pour nous payer cher pour reconnaissance ça. C'est ton aspect symbolique. Mais qu'on y a là, d'accord avec vous, si Haïti te dit nous pas payer, qui ça que tu as fait? Bon, nous ne pouvons pas le refaire l'histoire. En français, on dit avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Tout à fait. Nous ne pouvons pas le faire à Paris maintenant. Exactement. Nous ne pouvons pas le faire ça, mais il est évident que, et bien content, association que fait avec atmosphère de fête et de Tédéum à Port-au-Prince au lendemain de la signature, en juillet 1825, et de la même façon, le rapport que nous analysons dans ce petit livre, avec Gousti Gaillard, Marcel Dorigny et
Jean-Claude Bruffard nous publié à Paris en octobre 2021. Avant le New York Times, vous pouvez préciser. Avant le New York Times, c'est-à-dire que nous n'avons pas attendu le train pour nous mettre en chemin, d'accord? Eh bien, non, là, pour ça, qui ça nous aide, c'est que le Mako, arrivé à Port-au-Prince, il n'a pas aucune intention belliqueuse dans ses prises de parole avec les Haïtiens. C'est ça, moi, la métaphore, c'est vraiment un doigt de velours dans un gant de fer. C'est-à-dire un doigt de velours, c'est-à-dire un doigt qui n'est plus capable de faire grand mal à Haïti. Parce que la France déjà prend bec en 1803. N'est-ce déjà qu'on est que tactiquement, il n'est pas capable de battre Haïti sous terre ça et pas aucun moyen non plus pour organiser en expédition militaire dans le seul but de craser, briser et puis après ça, tourner. Alors que l'objet de l'expédition, c'est tourner avec ordonnance signée par les Haïtiens. Donc, moi, je dis que la France m'a corrivé en Haïti avec 2 pieds longs grains de soulier. 2 pieds longs grains de soulier, c'est-à-dire que M. Gon armé, l'emmène 518 canons tournés vers Port-au-Prince avec l'ordre formel de craser, briser, c'est jamais haïtien, refusé sien, mais avec probablement, je dirais, la mission non écrite de ne jamais arriver à cette extrémité-là. Il n'a jamais été question, moi pensez, dans l'intention profonde, ni de Charles X, ni de Mako, de tirer ne serait-ce qu'un premier coup de pétard en Haïti, parce que ce n'est pas dans l'intérêt de la France. C'est une guerre qui serait perdue d'avance. Donc, la meilleure façon de gagner une guerre, c'est de ne pas la commencer. C'est un principe de base dans la géopolitique. Donc, la France n'a aucun intérêt à mener une bataille, ça. Et le Mako Tounen à Tounen en France, c'est fêté sous la Torah, tellement content de ce qu'il n'y a pas besoin, vous-même, et qu'il a réussi à obtenir des Haïtiens par la diplomatie, par l'entre-gens et par la politesse, par la séduction. Tout le monde a imaginé, je veux dire, le baron de Mako avec une certaine arrogance à parler avec Haïtiens d'en haut. Pas du tout. D'abord, à l'époque, nous avons une élite diplomatique qui est extrêmement raffinée. C'est peut-être ça que baron de Mako ne tarit pas d'éloges sur la finesse intellectuelle d'Inginac, de Boyer lui-même et de tout son entourage, de tout le personnel du corps législatif, qui, de toute façon, a été pour la plupart formé en France. Donc, Mounsao, il n'y a pas de pantalon pour belle toile. Vous comprenez? Donc, Mako, t'es gagné un monde qui t'es gagné répondant en face. Il a été Port-au-Prince. Et c'est peut-être ça, que j'étais exprimé en grande admiration pour le personnel haïtien. Tout ça pour dire que si Haïti t'a dit non, le pas payer, la France t'a entravé. Parce que pas capable, effectivement, goumen pour t'écraser, briser. Jean t'a menacé. Donc, nous ne sommes pas capables non plus d'envisager Mako a reparti bredouille parce que Haïtiens n'ont pas voulu. Donc, depuis, monsieur, l'on grain de soulier parce que fondamentalement, il n'est pas venu pour goumen. Il est venu pour obtenir, pour capable de joindre, on m'a fait sur puis là, m'a dit obtenir. Il est venu pour joindre un accord dûment signé par les Haïtiens pour le mener by Charles X. Et moi-même, moi, envie de dire que là, c'est la prudence du chercheur qui s'exprime. Moi, je crois que par des biais probablement indirects, Boyer était au courant avant ma côte dérivée de mission ça. C'est-à-dire que c'est une fausse surprise. Moi, je pensais ça comme hypothèse. Et de toute façon, avant même que ma côte est venue, Haïtiens étaient déjà d'accord pour cette mise en scène avec une issue que nous sommes capables de qualifier de happy end, en sorte de croisière dans la Caraïbe, une sorte de vacances, je dirais, pseudo-martiales, mais qui, au fond, moi-même considéré comme un véritable marché de dupes, parce que, en son âme et conscience, Boyer et tout l'état-major haïtien qui était fait à la bataille de Vertières, même si la plupart
sont partis à la retraite. Les vieux généraux ne sont plus en activité en 1825. C'est pratiquement 11 générations après la guerre de l'indépendance. Mais disons que stratégiquement et tactiquement, son bataille avec Haïti pas capable perdu. Donc, c'est pas sur la base d'une pression strictement militaire que nous avons cédé, mais au contraire, et ça c'est l'autre hypothèse que moi-même je voulais formuler, c'est au contraire parce que, sur le plan symbolique, cette indépendance n'avait pas de prix. Et m'a toujours continué de dire, un tien vaut mieux que deux tu l'auras en géopolitique. La conjoncture de 1825 t'est ouvri en fenêtre de tir, côté la France était suffisamment faible pour accepter monnayer la reconnaissance de l'indépendance aux Haïtiens. Ou par contre, qui gens n'est pas capable de tourner à l'avenir. Et si la France était des moyens à travers la restauration avec Charles X, qui était avec la restauration un prometteur de renouveau de la monarchie, de la place de la France sur la scène européenne, si la France était effectivement redorée, ses blasons étaient retournés en force sur la scène géopolitique internationale, c'est pas dit que t'as accepté offrir Haïti en deuxième chance pour reconnaître son indépendance par le biais de négociations. Le ça, il est capable effectivement venir non pas avec 518 canons, mais 2 fois ou 4 fois plus pour reconquérir Ziléa. Tout à fait. Un petit pause, Jean-Marie, on a retourné dans la deuxième partie de l'émission sur mon temps, parce que c'était bien quand on marchait des négociations, parce qu'en politique, toujours rien ça, c'est pas ça, nous, il y a tout le qui passait par derrière, dans la cuisine. On a retourné sur mon temps, on a un petit pause, on a retourné dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et le dimanche soir 7h sur Télémétropole. Cette émission sera disponible sur YouTube et c'est un moment très important à vivre le pays, cette affaire de dette et qui va permettre que nous comprenions tout. Est-ce que par la suite nous gérer dette interne est aussi important? Invitez-nous, c'est Jean-Marie Théodat qui est basé à Paris, qui voulait faire petit bas de bouche là. Et je vais parler de livre là parce qu'il faut que nous rendions pour l'histoire tout, que c'est pas dossier New York Times a créé ça, tu as un groupe d'Haïtiens qui ont quand même pensé à ça. Mais Jean-Marie, avant d'arriver à ce livre là, on regarde le montant 150 millions de francs. Ou dit que tu as une négociation que tu es capable de faire avant. Et politique, c'est ça lié, c'est pas ça nous pensons qu'il a. Mais 150 millions de francs à l'époque, c'est un pile d'argent. Est-ce que la petite économie, 20 ans plus tard, et qui était dans une situation quand même, les généraux étaient obligés, ils n'ont pas qu'on était pour négocier, ils étaient obligés à mettre fort, il a fortifié tête, qui veut dire que chaque goutte que vous mettez dans le fort, il n'est pas capable de faire l'école, il n'est pas capable de faire la santé, et bah, pas facile pour vous arriver à exporter, bien que le professeur Watson Denis dit comme ça que l'Angleterre était passée par en bas, fait échanger avec nous, que nous sommes capables de brûler ses contributions à l'époque, je vais à la fête là. Mais est-ce que tu as dans la recherche, nous, une étude qui était faite pour dire 150 millions, sont comme moi prêtés, son capital. Forme d'une économie qui vont PIB qui est capable lui-même générer l'argent pour me payer intérêt, pour me payer maman cobla et pour me faire investissement, bon plus ou moins. Puisque nous mélangeons, on dit géographie à mélanger avec l'histoire, l'économie, la politique, nous sur la recherche, c'est ça arrivé. Comment tu réfléchis à remettre 150 millions de francs à l'époque? Déjà, il faut demander pour qui ça 150 millions. C'est ça. Et c'est pas 250 et c'est pas 300 millions. Et pourquoi pas 50? Et pourquoi pas 50? Donc, pas qu'il biais, pas qu'il moyen, nous arriver sous somme ça. Eh bien, les gains, c'est là que, sur le plan, on va dire, comptable, nous sommes capables de dire que les gains faut m'amener là-dedans. Parce que, l'évaluation, ça, les gains à la fois prix terrain, les gains prix esclavio et les gains valeur estimée de manque à gagner de colons depuis époque 1804 là jusqu'à 1825 côté date de l'hiver. Donc c'est on capable dire on somme accumulée qui gagne. Donc il y a un travail scientifique qui a été fait pour dire mais combien de terrain perdu, esclaves ont été transportés pourtant ensuite nous garder Jean Zodia, on va consulter aussi maintenant l'économie et finance, à savoir manque à gagner, à savoir que si je suis un terrain, mais ça le tape vaut, mais ça le tape bagaille. Donc tout ça, tout ça, c'est tout ça qui est arrivé à 150 millions de francs. Okay. Parce que faut qu'on ait tout. Rappelez que Colon, il était constitué en lobby extrêmement puissant avec des économistes, des experts qui ont été mis en œuvre
pour évaluer concrètement combien il était capable de tirer de accord ça. Une bonne précision. Merci pour la précision. C'est son bail qui est très important. Donc, là qu'on y a là, ou estimé comme ça, il faut qu'on voit que Haïtiens, ils ont gagné un espoir qui était capable de justifier, ça nous a capable de dire, un certain laxisme sur le montant de l'accord. En 1822, Boyer occupait la partie espagnole de l'île, qui était donc la colonie espagnole de Santo Domingo, de la Hispaniola. Donc, Kounyala, c'est toute Zilea qui sous la domination des Haïtiens. C'est 48 000 km en plus de 27 000 que nous avons dominé. Donc, ça fait 75 000 km², un territoire qui peuplé de à peine quelques dizaines de milliers d'habitants, lorsque nous-mêmes en Haïti, nous déjà près d'un demi-million. C'est dire que pour Boyer, il y a l'espoir de mettre en valeur toute partie orientale, Zilea, pour le convertir en canne, en café, en cacao. Et ça nous capable de dire, c'est que à l'époque, il était même laissé entrouvert la possibilité que Haïti importait de la main-d'œuvre. Ce qui veut dire, en fait, esclave. Kounyala, nous ne savons pas qui Jean, Haïti, en tant que puissance anti-esclavagiste, tu as entrer dans traite ça, parce que travailleurs noirs, ça, ils ont obligé à acheter. Bon, il est vrai que le premier réflexe de Boyer, c'était tourner vers les États-Unis pour demander que les esclaves américains affranchis, qui, donc libres de toute servitude, étaient capables d'installer dans cette partie de l'île. Et c'est peut-être ça que dans la partie de Samana, dans la baie de Samana, dans le nord-est de la République dominicaine, il y a une très importante souche de population d'origine nord-américaine installée dans un nord sous le gouvernement de Boyer, avec l'idée de Boyer que, ici, là, nous sommes capables de prendre une sorte de revanche par rapport au relatif déclin de l'agriculture dans l'ancienne partie française de Saint-Domingue. Donc, c'était espoir de expérience d'agriculture, de plantation avec des paysans libres sur un territoire qui est pratiquement 2 fois plus grand que le territoire originel là. Donc, c'était un pari, comme dit, économiquement judicieux. C'est pas ton faux compte que le dit, mais malheureusement. Ça, très important, oui, Jean-Marie. Et on explique le grand public là sur ça, parce que nous prenons indépendance sous 27 000 km² par nous. Qu'on y a là, puisque nous traversons à côté, nous avons 40 000 en plus là-dedans. Donc, actifs nous augmentés à plus de 70 000. Donc, prêt que nous faisons, ce n'est pas sous 27 000 que nous allons remettre, c'est 70 000 que nous allons remettre en quelque sorte. Exactement. Ça suppose entrer dans le débat, oui. En tout cas, c'est peut-être ça que nous-mêmes en géographie, nous l'ouvrons pas vie en nous pour nous prendre toute information qui est susceptible d'éclairer la décision des gens de l'époque. Parce que si c'est pas ça, on a pris pour nous fou. Boyer n'est ni un imbécile, ni non plus un traître comme beaucoup essayent de le présenter. Parce que ça nous fait pour nous songer, c'est que au soir de la signature de cette ordonnance, les Haïtiens et les Port-au-Prinsiens en particulier sont descendus dans les rues pour fêter, pour festoyer. Mako a été reçu comme un prince. Mako a été reçu avec les honneurs dus à un ami. Et en fait, les Haïtiens, et Boyer le premier, sont assurés en juillet 1825 de concrétiser la promesse des pères de l'indépendance. Et ce n'est pas une petite affaire. Donc l'opinion publique de l'époque ne critiquait pas la décision de Boyer en 1825. Bon, il est vrai que Haïti, à l'époque, n'est pas une démocratie. On ne peut pas dire que le corps législatif autour de Boyer soit non plus, je dirais, un parangon d'opposition par rapport aux décisions du prince. Mais néanmoins, bon sentiment de soulagement général ressenti à travers les rues. Parce que, qu'on le veuille ou non, le rapport de Mako, un Haïtien le lit, un chercheur haïtien le lit quand même en se disant que c'est la parole de l'ennemi, c'est la parole de l'autre. Et le regard admiratif de Mako sur la foule en liesse de Port-au-Prince n'est pas du tout empreint d'arrogance, mais au contraire d'une estime pour un peuple qui a réalisé un exploit sur le champ de bataille et qui vient de prendre l'engagement de supporter
je dirais, une charge financière que Mako lui-même sait excessive. Et on salue le courage des Haïtiens de l'époque et pas du tout leur lâcheté. Et Mako est très content de pouvoir partir sans avoir à combattre contre un peuple qu'il sait redoutable et courageux. Quelle était la position des Dominicains à l'époque eux-mêmes pour voir que Haïti a utilisé l'espace là pour résoudre le problème pâle? Est-ce qu'il dit bon ça a aidé ou encore dit dette ça va faire même pour qui ça va le payer? Eh bien, c'est un motif de divorce qui peut passer en fait entre deux pays. Parce que Dominicains considéraient que nationalistes dominicains, oui, c'est-à-dire que les gens qui autour de Juan Pablo Duarte et de Ramon Matias et de toute la Trinitaria qui prend le chemin de la rébellion contre Haïti, ils considéraient que eux-mêmes ils ne sont pas concernés par la dette de l'indépendance et que les richesses que eux-mêmes ils ont produites, ils n'ont pas dû observer pour payer en indépendance que ils n'ont pas concernés par lui-même. Et il y a un motif de rébellion de ce pays pour venir justement de cette bourgeoisie urbaine située dans le sud-est du territoire, autour de Santo Domingo, de San Pedro, de toute cette bourgeoisie qui se sent en concurrence finalement avec Haïti, qui prend une décision pour le casser code. Parce que Haïtiens sortis pour faire Dominicains payer finalement, pour faire Dominicains, pas payer, mais porter en partie d'un charge que c'est eux-mêmes pour compte qui étaient décidés de prendre. Donc, Dominicains considéraient que ce n'est pas très démocratique de devoir participer justement à un fardeau que ou pas de négocier qui gens pour porter. Donc ça c'est un gros débat et dans l'histoire il peut un changement même là, il l'a pral vinn diriger genre que séparation pral faire tout donc on dit ça faut ne pas minimiser. Bon là encore nous pas faire des projections rétrospectives sur l'histoire mais nous capable dire que si c'est pas ordonnance 1825 là mariage 1822, tu es capable de bien passer. Oui. C'est comme si Mdadula, ou fin marié avec Ménajou, et puis 3 ans plus tard, ou prend un engagement, la caille Ongan, un engagement qui est tellement lourd, qui fait que Fomnan le vit qui tombe. Et bien c'est ça qui arrive à Haïti avec la République dominicaine là. Dominicains trouvaient que Chalat est trop lourd pour eux. Ils ont quitté. Donc les Dominicains ont vu l'ordonnance et ont réalisé que Haïti te fait une projection sous tête yo actif là qui augmenté vient permettre que Haïti pense qu'il capable de générer plus de revenus pour le remettre dette là payer dette là beaucoup plus facile. Bon, on croit tout que probablement parce que je considère que la présence haïtienne Bernard Vega est le premier à le dire, la période d'occupation haïtienne de la République dominicaine correspondent à une période de croissance économique et de croissance sur le plan culturel aussi. Donc, c'est pas une période noire comme la droite dominicaine essaye de le présenter, mais au contraire, une période de développement et de croissance économique. Et peut-être que Haïtiens, élite dominicaine, non, idée on voit vers la croissance que eux-mêmes n'ont pas jamais imaginé. Parce que n'a pas là d'un pays côté majeure partie de la population, vivent essentiellement de l'élevage et sous des petits kounouks, c'est là que mon kounouk là sorti, donc ça veut dire los kounoukos, c'est-à-dire petite exploitation paysanne côté mounio à vivre en famille et dominicain pas de sous-bord à le travail, l'en couper canne, l'en racheter manioc, l'en planter café parce que c'est une population très clairsemée que l'économie de plantation demande des densités de population, là encore c'est de la géographie, l'économie de plantation demande une densité de population et de main-d'œuvre que la République dominicaine ne pouvait pas offrir. Donc ça ne pouvait être qu'une économie paysanne. Et les Haïtiens venus à essayer, initier les Dominicains à la plantation de type agro-industriel, non seulement élite l'a dit non, mais Dominicains, paysans dominicains, me disent, il ne va pas marcher dans le chemin ça. Parce que c'est pas habitude pas eux. Donc t'es gain en urgence du côté haïtien à développer l'économie de plantation dans sa
à ne pas peu d'Imoa dans sa colonie dominicaine, parce que les Haïtiens se sont comportés comme des colons finalement sur cette partie du territoire, et c'est pas par manque de patriotisme, non, comme dit, mais par simple humilité, pour dire qu'après avoir été colonisés nous-mêmes, nous avons été à notre tour colons de notre voisin dominicain. Mais ça, c'est l'autre débat. Eh bien, en perspective ça, faut croire que nous-mêmes, en Haïti, nous te gagné l'emmène nous outils pour nous te dire non à la France, de la même façon que nous te dit non à Vertières en 1803. C'était capable, on non continu, on non têtu, mais la contrepartie, c'était une reconnaissance en suspens. Et lorsque, ou pas en membre dûment reconnu dans le club des nations, Mounio fait tout la lito avant. Mounio pas respecté, et le ça, ou pas gain protection dans les relations internationales. Et ces protections, ça, qui, je pense, t'es fait homme d'État nous fil à langue, qui fait que nous t'es courrier haïtien, on zac que tactiquement, nous pas obligés de faire. Pour une deuxième pause, nous, troisième et dernière partie de l'émission, comme invité, c'est Jean-Marie Théodat qui a parlé avec nous là de ce qui est passé dans l'histoire de ce pays, dans l'affaire d'être là. Si un économiste dominicain qui est très intéressé à l'histoire, Bernardo Bega, il a posé quelques questions sur ça dans la troisième et dernière partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique chaque dimanche 3h sur Radio Métropole, le 100.1 sur Télémétropole, la chaîne 52 le dimanche soir, et émission qui sera disponible sur YouTube. Et nous espérons que tout jeune supposé beaucoup plus intéressé à l'histoire. Et là, à l'université, j'ai commencé l'émission comme des parler de ça, c'est pour comprendre l'importance de multidisciplinarité, pas concentrer dans seul bagage, ou capable de voir en pile façon. Et je pense que géographie offre ça à tout, parce que tu parlais de dimension, de espace. J'aimerais, on va me parler de Bega et Bernardo. Dis-moi, population dominicaine, combien elle était en 1825 par rapport à la population haïtienne? Comment espace ça? Parce que géographie, ce n'est pas simplement superficiel, mais c'est l'occupation de l'espace, c'est l'aspect démographique. Comment la population dominicaine était par rapport à la population haïtienne à l'époque? Alors, d'après les statistiques avec les sources des Franck Moya-Ponce, qui c'est un autre historien non seulement dominicain, mais de l'histoire de l'île et de l'histoire coloniale, Haïti, au sortir de la guerre d'indépendance, c'est-à-dire en 1804, c'est à peu près 450 000 habitants. On considère que des 500 000 que nous ayons au départ, il y a à peu près 50 000 qui mourent ou qui volaient gaguet après le massacre de 1804. Donc, nous avons à peu près 450 000 habitants. Dans le même temps, de l'autre côté, donc de la colonie espagnole de la Hispaniola, comme il y aurait les lignes, il y a à peu près 120 000 habitants. 120. Mais 120 000, c'est-à-dire que 4 fois moins par rapport à Haïti, et 120 000 habitants au départ de l'indépendance d'Haïti. Mais les incursions de Dessalines, les incursions de Christophe, les incursions de Pétion, les incursions, enfin, de Boyer, c'est-à-dire à chaque fois tentative haïtienne de conquête de parties de territoire, ça, parce que géopolitiquement parlant, nous considérons que sont menaces liées pour l'indépendance, pas nous. Vous comprenez? C'est comme si nous avons là, on vivre dans le Port-au-Prince, on vivre dans la pièce devant, et puis on voisin qui vit dans la pièce derrière, ou bien on voisin qui vit dans la pièce derrière, ou même on jette l'argent dans la pièce devant. On connaît que voisin non derrière, le plus souvent le coucher, mais les billets école. Et puis quand elle n'a pas de fenêtre, non, quand elle n'a pas de clé, il n'y a pas de moyen pour faire même. Ou même, en tant qu'on vit sous le même toit, tentation parle, c'est entrer quand elle voisine, elle fait n'importe là, n'est-ce pas? C'est ça, haïtien, APC fait pendant toute période successive à indépendance là, jusqu'à ce qu'il réussisse en 1822, il d'appuyer le territoire là. Bon, haïtien toujours dit que c'est pas eux-mêmes qui étaient d'appuyer en plus, c'est Dominicains qui voulaient chercher. Mais école qui dit ça tout, et Jean-Marie. Oui, mais c'est de notre titre lié parce que, qui Jean, des Dominicains en conscience, après le massacre de 1805, Cabral fait appel à des Haïtiens en libérateurs en 1822 pour dire, tant pis, viens coloniser nous. Ça, c'est,
ont affaire Donc, de bon Haïti, sens. c'était une protection, le battre tête. Il tout dit, dès quand moi, backyard, moi, pas qu'à quitter le comme ça, m'a pas protégé devant avec tout foyo, mais derrière aussi sensible parce que l'Espagne, l'Angleterre, tout le monde a bataille avec rentrer sur mon n'importe qui m'a protégé d'homme. Parce que, et puis tout, c'est pas comme si c'était un rêve que Haïtien a fait, c'est comme ça t'est passé en 1802. Lorsque l'expédition Leclerc finit en février 1802 pour mettre à bas la force de Toussaint Louverture, c'est dans la baie de Samana qu'est entré. C'est dans la baie de Samana qu'est entré, et la population hispano-dominicaine de la partie que Toussaint Louverture était pourtant occupée en 1801. Eh bien, cette population a tout de suite fait alliance avec les Français, identifiés comme des libérateurs pour se défaire des Haïtiens. Donc, Haïtiens, héritiers de Toussaint Louverture, conscients de cette leçon géopolitique, toujours considérés la partie orientale, donc cette frontière avec la partie orientale, comme une ligne de faiblesse qu'il fallait soit faire disparaître par amitié avec les Dominicains. À ce moment-là, ça suppose un gouvernement en face qui soit du même avis que nous, soit le faire disparaître par l'occupation de ce territoire. Alors, pour les Haïtiens, pas initié en géographie, Samana a aligné la sortie tout Santiago, passer d'Abong pour traverser nord-est, nord, nord-ouest. Pour les Haïtiens qui comprennent, c'est une ligne ça fait découpage là pour nous. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'entrée de la baie du Cibao, de la plaine du Cibao. C'est ça, Cibao. La baie de Samana ouvre sur la plaine du Cibao, qui continuait jusqu'à Wanamène, d'Achabon, et qui se prolonge dans la plaine du Nord, jusqu'au Cap Haïtien. C'est-à-dire que là où nous débarquons Samana, le Cap Haïtien a tombé dans le monde comme un fruit mûr. Et c'est comme ça, c'est en tenaille, finalement, que les forces françaises ont pris Toussaint Louverture, ont pris Christophe, ont pris Dessalines, et c'est peut-être ça que les Haïtiens n'ont pas capable de faire autrement. Parce que Dominicains, t'es quand on l'ouvrir barrière, les Français passés. C'est pour capable de fermer barrière, ça, que les Haïtiens ont une obsession pour occuper cette partie du territoire. Et Kounia, là, ou entrer dans le territoire pour des raisons stratégiques propres, ou confronté à une population qui gagne en représentation qui n'est pas forcément parallèle à Paola. Et c'est là que malentendu commençait. Parce que nous-mêmes, nous dit, quand nous avons dégaré, nous avons occupé les îles pour bien eux, et tandis qu'eux-mêmes, nous disent, gardons sauvage, cap vin, mettez-nous en esclavage. Alors qu'Haïtiens entraient en République dominicaine, entraient à Saint-Domingue, à Santo Domingo, et ça, c'est une leçon que je tiens du professeur Michel Hector. C'est pas que me battre qu'on est, non? Mais monsieur dit moi que nous faisons pour nous considérer Haïti dans l'histoire comme le seul peuple qui est entré chez un voisin, non pas pour établir, mais pour abolir l'esclavage. Wow. Pas mon grain de notre nation capable de dire ça dans l'histoire. Tout à fait. Je vais arrêter sous Béga et Bernardo Avel parce que le livre là, on rend hommage à livre là. Le livre ça, qui ça le gagne là-dedans? Parce que ça peut le faire bouillir, c'est New York Times. Ça va déranger nous parce que le livre là sorti, il va faire un bruit mondial. New York Times a ouvert porte là pour nous, donc nous allons parler plus de livre là. Livre là, bon moins origine, ça que poussé de faire et qui ça livre là qui a aidé dans la bataille que nous avons menée aujourd'hui là. Eh bien, on dit en créole, on dit pied bœuf pour pied bœuf, plutôt ne prendre qu'un voisin. Tout à fait. C'est pied bœuf qu'un voisin lié. Au sens que c'est un livre de chercheurs à la fois haïtiens et français qui mettaient là en collaboration Marcel Dorigny, qui est un historien français, Jean-Claude Bruffard, qui est un économiste ingénieur français, Clara Gousti-Gaillard, qui est une historienne haïtienne, et votre serviteur, Jean-Marie Théodate, qui sont géographes. Et qui ça nous fait? Nous, t'es l'idée de mettre à profit un document historique que Jean-Claude, qui est un collectionneur passionné, t'a trouvé sur Internet en achetant par eBay. Qui ça document ça a payé? C'est le rapport, une copie manuscrite de rapport que Baron de Macpo te remettre au ministre au ministre de la Marine en France à son retour de la mission en Haïti. Monsieur achetez-le parce que c'est un document unique, en pièce unique que lié, et dans l'idéal, son document qui t'est doué
qui t'a quitté Guédois, elle finit dans n'importe quelle collection privée à l'étranger, etc. Mais comme personne n'est intéressé à l'histoire d'Haïti et personne ne par contre qui est-ce qui bat en Makoa, je me suis acheté documents au prix modique et automatiquement je me suis dit ça sont signés. Parce que Jean-Claude Bruffard et Madame Lee, Josette Bruffard, c'est aussi membre de Haïti Patrimoine qui c'est une association côté n'a essayé de mettre en valeur tout élément du patrimoine matériel et immatériel de notre culture haïtienne en Haïti et à travers le monde. Et nous te dit, document sur ça, il faut que nous soyons capables de présenter le bail public, nous ne sommes pas capables de pour nous pour qu'on. Et mettre à disposition publique là, c'était non pas se lancer dans un French bashing pour dire la France ceci, pour dire la France cela, tant que Jean New York Times cela, ce que fait avec raison et avec talent, hein, mais nous-mêmes, c'est pas trop le pas, nous, comme chercheurs, c'était au contraire, justement, dit qui ça vient à rebord ordonnance ça. Pour qui ça, ces montants ça, il a été fait. Pour qui ça, ces moments ça, il a été choisi. Et pour qui ça, c'est avec, on va dire, mode de politesse ça que négociation en fait. Parce que si c'est pas ça, on ne va pas comprendre rien. Donc, nous essayons de mettre tout élément de contexte à la fois économique, politique et géopolitique, pour nous capables de mettre en lumière un document historique que la plupart du monde a parlé de lui sans que véritablement il n'ait pas jamais penché pour connaître qui ça là-dedans. Donc, nous défendons bagaille sans polémique et nous continuons à croire que le rôle des chercheurs, c'est de l'ouvrir chemin vers la connaissance, mais nous connaissons que la connaissance, c'est toujours un processus additionnel lié. C'est une dit l'autre. C'est passer prendre ma passer chachot pour que dans le dialogue, dans la discussion, nous sommes capables de mettre notre passé en paix. Moi, mais approche ou dit sans polémique, là, on a tourné sous lui. Maintenant, Thomas Piketty, un grand économiste français, intéressé à dossier ça. Comment nous-mêmes, au niveau des chercheurs que vous êtes, comment nous voyons intérêt Thomas Piketty pour ce dossier? Bon, sur ce plan-là, Thomas Piketty, c'est un chercheur qui fait un travail honnête d'évaluation de ce que pourrait être la dette, on va dire, de la France vis-à-vis d'Haïti, au cas où la France a décidé de remettre l'argent ça. Mais disons que nous-mêmes, nous regardons ça avec infiniment de sympathie, parce qu'en tant qu'Haïtiens, nous dit, si comme ça, ça fait nous en pile du bien. Tout à fait. D'accord? Mais ça nous connaît tous, c'est que Thomas Piketty n'a gagné ni le moyen politique, ni, les moyens financiers, hein, faut le dire, de tenir pareille promesse. Mais, il est venu, débat, dit, la bénédiction d'une parole savante, la bénédiction d'une expertise véritablement désintéressée, parce que c'est pas comme si c'était moi-même, comme Haïtien, qui t'ai dit, mais comme la France, d'où est nous? Piketty a parlé au nom de la France. Piketty a parlé au nom de la conscience éthique de la France révolutionnaire, de la France républicaine, vers laquelle je tire également mon chapeau, pour dire que la France n'est pas un pays monolithique, côté il n'y aurait que des colons et des esclavagistes. Il y a au contraire des gens comme Piketty, des gens comme tant d'autres qui pensent avec nous qu'il faut changer la donne. Des gens qui citent Glissant, Césaire, qui citent Anténor Firmin, et aujourd'hui qui citent Norman Adjari, comme faisant partie, on va dire, de ce tout monde, de cette parole commune que nous devons prendre en charge pour changer les relations entre le Nord et le Sud, entre les peuples, entre les genres. Et c'est au nom de ce principe, je dirais, de liberté que Piketty, toute sa lab Dieu, nous-mêmes nous d'accord avec. Tout à fait. Donc, comment maintenant, les chercheurs que vous êtes, assez diversifiés, historiens, géographes, et capable de dire qui ont un patrimoine culturel, et Piketty de l'autre côté parle, qui a l'économie, comment nous avons influencé l'opinion politique là, au saut de tout à l'heure, là, sans polémique, parce que, je répète encore, si comme ça, il n'y a pas de faire du bien, non, qu'à faire du bien.
Et comment on ne pas politiser pour que nous soyons capables de joindre, parce que la France sous pression également du côté d'Afrique, je remets tous ces débats qu'elle te prend, mais qu'on y a Haïti a sorti, livre ça a sorti, ne pas parler de livre au niveau mondial, mais qu'on y a New York Times, bonne lumière, ça, bonne ouverture, ça. Que peut-on faire pour que nous soyons capables, sans gêner l'autre, vous suivez mon regard, que nous soyons capables une situation win-win, et que l'argent, ça, elle t'a bien en Haïti, tout pour que qu'on fasse un consortium, société civile mélangée pour dire, mais comment comme maintenant l'État et comment on va bénéficier à ceux que Dessalines te dit, période en Afrique, qu'on déblié pour nous retirer, pas seulement ça la France fait, nous, non, mais ça nous fait également les élites de ce pays à moun que nous les moun dehors, moun qui créent nation ça avec nous, parfois même pas seulement sous armes, mais sous impôts, parce qu'on connaît très bien mieux que moi, aspect agriculture, ça représente la nation. Ça nous capable de faire, c'est à ça que fini, pour nous garder un gros mouvement sans polémique et qu'Haïti bénéficie de monde dans ça. Bon, ça nous capable de mettre comme stratégie. Moi, je crois que le seul fait que nous sommes capables d'émission ça, je dis, y compris à distance, sur question ça, sont bonnes nouvelles liées. Ça veut dire que ça qui longtemps a été une sorte de casse-feuille couvrir ça, je dis, il est tout en vérité sous tambour. Tout le monde a parlé de lui, tout le monde prend conscience de lui, et ça veut dire tout que, je dis, pas un homme politique français ou haïtien qui est capable d'entrer en relation sans que il n'y a pas une épée de Damoclès ça pendier en les têtes. Parce que vous connaissez que Jodia pour la parler. Eh bien, ça veut dire que, ou même avec moi, nous avons fait un travail d'éveil des consciences. Nous avons fait un travail de partage du savoir qui est extrêmement important et qui est vital dans une société démocratique. Non seulement dans une société démocratique à l'interne, en Haïti, donc ça veut dire que c'est la première fois depuis l'indépendance que l'a osé mettre toute cacachade dehors. Mais l'important tout au niveau des relations internationales, parce que ça veut dire que la France pas foutie, je dis là, garder Haïti d'en haut encore. L'homme politique français a dit Haïti, le pays le plus pauvre du monde, il a capable de béguer parce que l'a senti que les gens part de responsabilité dans des dégâts ça a fait là. Ça veut dire que je dis que nous connaissons pour qui ça Haïti dans l'Italie là, c'est Mbap dit que son sorte de consolation que lié non, mais sur le plan intellectuel, ça veut dire que responsabilité c'est pas la caille nous seulement que lié, son responsabilité partagée. Et à ce titre, il demandait que les relations internationales à l'avenir prennent élément ça en compte pour dire que peut-être que justement qui choisit ça, qui chose ça, l'État a fait nous du bien si la France t'a accepté de discuter avec nous sur ça. Non, définitivement, je suis d'accord avec 100%. C'est ça que nous avons gardé. Je dis, éveil ça. Ce n'est pas ça nous allons mettre, ce n'est pas une littérature également agressive, jouée ou c'est cela. Je pense que nous sommes capables de gagner mieux. Et nous voyons comment l'opinion publique mondiale est intéressée à tel dossier. Ça. Et il faut utiliser toutes les langues. Il faut une émission en français simplement. Il faut mettre en anglais tout pour que nous soyons capables de voir, oui, il y avait vraiment une injustice qui était créée et un colonialisme de production qui transformait en colonialisme de financement financier. Et de prédation. Et voilà, donc il faut mettre ça. Et pour que la France sente un malaise, on essaie de régler ça, bien que nous ayons top à nous, pas vrai, de façon de gérer, parce que toute l'autre dette qui est faite par la suite, on est capable d'analyser. Mon dernier mot, Jean-Marie? Eh bien, dernier mot, j'ai envie de dire que nous t'arrêtons non seulement que ça a été comme exemple pour nous de nécessité pour nous chercher qu'on ait vérité, mais il doit être aussi un exemple pour hommes politiques pour connaître que tout ce qu'on fait aujourd'hui, il engage le peuple qu'on est censé représenter pour un avenir beaucoup plus long que simple vie individuelle. Et c'est peut-être ça que l'homme ou accepter certaines charges politiques, il y a des décisions ou pas prendre à la légère, ou pas prendre avec une courte vue, mais au contraire dans un cadre beaucoup plus large. Mais malheureusement, on n'a pas allé là rétrospectivement en société qui pas ni démocratique, ni pas envisager la moindre forme de consultation de la population pour te connaître est-ce que tu es d'accord pour te payer indemnité ça.
Et il y a fort à parier que si on te demandait, tout peuple haïtien qui est campé, est-ce que vous d'accord pour le travail, pour payer, pour bourriquer, pour payer la France, après sacrifice que tu fini de faire en 1803, tout le monde t'a dit, la lutte continue. Et nous sommes d'accord avec eux. Tout à fait. Je crois que nous avons un petit pot simplement. Ça va permettre qu'on ait fait plusieurs autres émissions, que sur le plan géographique, sur le plan politique, économique, et ouvert, parce que nous sommes toujours intéressés à l'autre partie de l'île. Il y a un pile de bagages pour nous garder. Et comment nous allons garder avec Dominique et autour de nouvelles relations que l'histoire a créées pour nous avancer dans le pays. Merci beaucoup, Jean-Marie Théodate. C'était un plaisir. À bientôt. Ciao. À la semaine prochaine. Ciao. À la semaine prochaine. Merci.